J'ai l'impression qu'on est bon. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous portez bien. Petit changement d'ambiance parce que je me dis que vous le valez bien et aussi que c'est peut-être mieux pour vos yeux. Parce qu'il est vrai que j'ai vraiment été très éblouissante ces dernières vidéos et je m'en excuse. Ça sera aussi peut-être un peu plus agréable visuellement, vous me ferez un retour dans les commentaires. Il est l'heure de revenir vers vous avec un nouvel épisode de Mythes et légendes. Et cette fois-ci on part pas si loin que ça vu qu'on reste en Europe. Vous allez voir, l'Est du continent regorge de légendes en tout genre, certaines qui vous feront frissonner, et d'autres qui vont vous étonner. Je vais donc vous conter ces histoires un petit peu à ma façon. Je n'avais que 16 ans lorsque ma petite sœur Anna est née. Nous n'attendions plus d'enfants dans la famille. Mes parents avaient abandonné l'idée d'avoir un autre bébé depuis des années, mais lorsqu'Anna est arrivée, ce fut un choc. Pas seulement parce qu'elle était inattendue, mais parce qu'elle était différente. Dès la première fois que je l'ai vue, j'ai senti un frisson glacial parcourir mon échine. Son visage était déformé, comme si la nature avait décidé de jouer un mauvais tour. Ses yeux étaient asymétriques, son nez à peine formé et sa peau portait une étrange teinte grisâtre. Ses membres étaient atrophiés, recroquevillés, comme si son petit corps s'était rebellé contre lui-même avant même sa naissance. Mais ce n'était pas seulement son apparence. Anna avait quelque chose d'indéfinissable, une aura qui glaçait le sang. Mes parents étaient terrifiés. Dans notre village, les anciens murmuraient qu'un enfant né ainsi portait une malédiction. Elle pourrait devenir un strigoi, avait murmuré notre voisine, une femme âgée qui connaissait tous les récits de la région. Ma mère, bien que rationnelle, ne pouvait ignorer cette peur ancestrale. Le soir, je l'entendais pleurer dans la cuisine, implorant les esprits de nous épargner. Anna était fragile, bien trop fragile. Le médecin de famille ne nous donnait pas d'espoir. Elle n'en a plus pour longtemps, avait-il dit un jour en regardant mes parents d'un air grave. Cette phrase résonnait en boucle dans ma tête. Mais le plus troublant, c'était qu'Anna semblait savoir. Malgré son jeune âge, ses yeux suivaient chacun de nos mouvements avec une lucidité inhumaine. Parfois, je la surprenais en train de me fixer. Ses lèvres se tordaient dans ce qui ressemblait presque à un sourire, mais il y avait quelque chose de profondément dérangeant dans cette expression. Un soir, alors que je veillais auprès d'elle, elle a murmuré mon nom. Ce n'était pas un appel innocent. Sa voix, bien que faible, était empreinte d'une intonation étrange. Comme si quelqu'un d'autre parlait à travers elle. « Lia, tu ne veux pas me garder avec toi ? Je ne veux pas partir. » Mon cœur s'est arrêté. Je n'avais jamais entendu un bébé parler ainsi. J'ai reculé, terrifiée. Et quelques jours plus tard, Anna est décédée. Ses traits étaient figés dans cette expression tordue qui me hantait encore. La nuit de l'enterrement, je n'ai pas pu dormir. Chaque ombre dans ma chambre semblait danser d'une manière étrange, et le silence pesait comme un couvercle sur mon esprit. Puis, au beau milieu de la nuit, j'ai entendu des bruits. Des grattements. Ils venaient de sous ma fenêtre. Tremblante, je me suis approchée et j'ai écarté les rideaux. Anna était là. Mais ce n'était plus elle. Ses yeux, autrefois vides, brûlaient d'une lumière rouge malsaine. Ses membres, autrefois faibles et recroquevillés, bougeaient avec une force surnaturelle. Son sourire, cette grimace tordue, était plus large que jamais. Elle m'a regardée et dans un murmure rauque, elle a prononcé les mêmes mots. « Tu ne voulais pas me garder ? Maintenant, je reste avec toi. » Depuis cette nuit, je ne suis plus jamais retournée dans ma chambre. Ma famille a enterré Anna une seconde fois, cette fois avec un pieu dans son cœur et de l'ail dans sa tombe. Mais je sais qu'elle est toujours là, quelque part à m'attendre. Ses yeux rouges hantent encore mes nuits et son sourire. Je ne pourrai jamais l'oublier. Les strigoi est une légende provenant de Roumanie ayant inspiré le mythe actuel des vampires. Bien que la légende de Dracula, à l'origine de nombreuses dérives, soit inspirée essentiellement du personnage historique de Vlad l'Empaleur, les traits surnaturels du vampire proviennent de ce mythe-là. Il existe donc deux types de strigoi. Les strigoi sont des personnes vivantes qui sont nées avec des traits anormaux, des malformations, etc. et qui, à leur mort, deviennent des strigoi mortis. Les strigoi mortis, eux, comme vous l'aurez peut-être deviné, sont actifs que la nuit. Ils rôdent autour des villages, s'attaquant à des proies isolées ou bien des membres de leur propre famille. Certains récits les décrivent comme étant capables de se transformer en animal, de devenir invisibles ou bien même de se transformer en vent glacé. Ils sont aussi responsables de maladies mystérieuses, de pertes dans les récoltes ou bien d'événements inexpliqués dans la communauté. On peut donc s'en débarrasser en leur plantant un pieu dans le cœur, en plaçant de l'ail autour de leur tombe ou encore en brûlant les corps. Il existe d'ailleurs une anecdote qui date de 2004 sur cette légende. Dans le village de Marotinu de Sus, en Roumanie, une famille a exhumé le corps d'un parent croyant qu'il était devenu un strigoi et causant des maladies dans la famille. Ils ont ouvert son torse, retiré son cœur, l'ont brûlé et mélangé ses cendres à de l'eau qu'ils ont ensuite bu pour rompre la malédiction. Cet incident, bien réel, a suscité l'attention des médias et prouve bien que ces croyances persistent dans les régions les plus rurales.
Tout a commencé par un défi. Un simple pari entre amis à la recherche de sensations fortes. Le château de Kastitche, en ruine, était parfait pour l'aventure. Depuis des mois, on en parlait, fasciné par son histoire et les légendes effrayantes qui l'entouraient, notamment celle de la comtesse Bathory. On avait vu des vidéos, entendu des rumeurs sur des phénomènes inexplicables. C'était le terrain de jeu idéal pour notre groupe d'amis. L'endroit était encore plus étrange la nuit. Le vent soufflait entre les pierres effondrées du château, et des bruits sourds résonnaient à travers les couloirs. Mais on attribuait tout ça au vieux bâtiment. On s'était aventuré à l'intérieur, torche en main, équipés de nos caméras pour filmer cette expédition. Au départ, tout semblait normal, ou du moins rien d'inquiétant. Mais rapidement, l'atmosphère est devenue plus oppressante. Le premier à partir fut Marc. Il était le plus intrépide, le premier à s'éloigner du groupe pour explorer des zones plus sombres. Il voulait absolument filmer dans la tour principale un endroit qu'on disait maudit, mais on lui criait de revenir. Et il n'a pas écouté. Au bout de quelques minutes, on l'a entendu crier. Un cri perçant suivi du bruit d'un objet qui tombait lourdement. On a accouru vers lui, mais quand on est arrivé, il n'était plus là. Rien. Ni Marc, ni son sac, ni la caméra. On a fouillé toute la tour, mais on n'a rien trouvé. Pas un bruit. On a décidé de se regrouper à l'entrée, mais déjà quelque chose clochait. Les bruits dans le château avaient changé comme des pas qui nous suivaient. Des murmures, des chuchotements indistincts. On se regardait, nerveux, mais on se disait qu'on était peut-être juste fatigué. La deuxième à disparaître, ça a été Sarah. Elle avait trouvé un petit passage dans les sous-sols, presque caché derrière des débris. « Je vais juste jeter un œil », avait-elle dit avant de disparaître dans l'obscurité. On attendait, appelant son nom, mais elle ne répondait pas. Tout était devenu silencieux, encore plus lourd. Puis, une forme sombre a traversé l'entrée du souterrain, mais c'était trop rapide pour être humain. Et quand on s'est précipité pour la chercher, Sarah n'était plus là. Seulement son portable, brisé en morceaux. Les autres ont commencé à paniquer. Moi, j'ai voulu partir, mais mon ami Thomas a insisté pour chercher encore. Il a dit qu'on ne pouvait pas laisser nos amis dans un tel endroit. Mais chaque porte qu'on ouvrait, chaque couloir qu'on empruntait, nous faisait nous perdre un peu plus. Les murs semblaient se resserrer autour de nous. Des bruits sourds comme des grattements sur les murs accompagnaient nos pas. Et à chaque tournant, il y avait quelque chose de plus dérangeant. Des ombres passaient à la périphérie de notre vision. Des portes se fermaient d'elles-mêmes. J'ai vu un visage à travers une fenêtre brisée. Un visage pâle avec des yeux rouges me fixant. J'ai crié, et tout le monde s'est précipité dans la direction opposée. Mais c'était trop tard. Le château nous avait pris dans son piège. Nous n'avions plus de repères, plus de direction. Chaque recoin devenait un labyrinthe d'horreur. Lorsque, enfin, nous avons réussi à sortir, nous étions tous tremblants. Nous ne savions même plus comment on avait trouvé la sortie. Nous n'avions plus aucun souvenir de ce qui s'était passé après avoir vu cette forme étrange dans la fenêtre. Comme si le temps s'était étiré, déformé. À la sortie, on s'est tous regroupés comme par instinct, et on a fait la promesse de ne jamais revenir. Jamais plus. Marc, Sarah, Thomas. Personne ne parlait de ce qui s'était passé. Les murmures dans le château, les pas qui nous suivaient, la silhouette qui ne cessait de se déplacer dans les ombres. Tout ça était réel, mais plus personne ne veut en parler. Et pour être honnête, je ne sais pas ce qui était réel et ce qui ne l'était pas. Le château de Čartice, en Slovaquie, vous voulez ma mort en fait. On reprend. Le château de Čartice, en Slovaquie, a été construit au XIIIe siècle. Il est surtout célèbre pour avoir été le domaine de la comtesse Elisabeth Bathory, qui est aussi appelée la comtesse sanglante, et qui est l'une des figures les plus cruelles de l'histoire. Vous en avez d'ailleurs peut-être déjà entendu parler. Ce qui est particulier avec cet endroit, c'est qu'il mélange à la fois le mythe et la réalité. Je vous explique. Selon la légende, Élisabeth aurait torturé et tué des centaines de jeunes femmes. On raconte qu'elle croyait que le sang préserverait sa jeunesse et sa beauté éternelle, ce qui a donné naissance à des récits d'elle se baignant littéralement dans le sang de ses victimes. Ces histoires lui ont valu une réputation monstrueuse comparable à celle de Dracula. Cependant, des historiens débattent encore de l'authenticité de ces accusations. Certains pensent qu'elle a été victime d'une conspiration montée par des politiciens afin de lui confisquer ses terres et ses possessions. En 1610, Élisabeth fut arrêtée et emprisonnée dans son propre château après une enquête menée par des autorités locales. Bien qu'elle n'ait jamais été jugée officiellement, elle fut condamnée à la réclusion. Elle a passé ses dernières années murée dans une petite pièce du château dans laquelle elle serait morte en 1614. Les ruines du château de Kastitse sont devenues une destination très prisée par les amateurs d'histoire et de mystère. Les visiteurs rapportent d'ailleurs parfois des phénomènes étranges, des bruits inexplicables, des sensations de froid intenses et même des apparitions fantomatiques. Je ne suis plus moi-même depuis ce jour, depuis qu'elle a disparu. Je m'appelle John et j'ai perdu ma femme, Elena, d'une manière que personne ne pourrait comprendre. Mais ce que je vais vous dire, c'est la vérité.
La police a son propre rapport, les gens ont leur opinion, mais moi, je sais ce qu'il s'est vraiment passé. Elena. Chaque matin, je me réveillais à ses côtés, et chaque soir, je la serrais dans mes bras avant de m'endormir. Mais tout ça a changé il y a 2 semaines. Elle a disparu, sans laisser de traces. Il n'y avait aucun signe de lutte, aucune porte forcée, pas de témoin. Juste le vide où elle aurait dû être. Au début, j'ai pensé qu'elle était partie, peut-être prise de panique ou de peur, mais c'était tellement irréel. Non, ce n'était pas ça. Ce n'était pas elle. Elena n'aurait jamais disparu comme ça sans prévenir. Elle aimait trop sa famille, elle aimait trop moi. Alors l'idée s'est imposée à moi, petit à petit comme une évidence. Le Koschei. Ce monstre mythologique, l'immortel. Il l'a prise. Il a kidnappé Elena pour la garder captive dans son château, quelque part au-delà du temps, un endroit où la mort n'a pas de prise. J'étais sûre de ça. Les indices étaient là même si personne ne voulait les voir. J'ai commencé à enquêter moi-même, j'ai fouillé Internet, interrogé des gens qui connaissaient des histoires anciennes. Chaque jour, j'étais obsédée par cette idée. Je parcourais la ville, espérant trouver une trace, un indice qui me conduirait à elle. Je m'enfonçais dans les quartiers oubliés, frappant aux portes des maisons délabrées. Je parlais à des gens qui semblaient parler de choses plus sombres que la réalité. Et chaque nuit, je rêvais de lui. Koschei. Cette silhouette décharnée, sans âme, me regardant de ses yeux morts. Mais ce n'était pas juste un rêve, c'était une vision. Une vision qui me paralysait de terreur, mais qui me disait aussi où aller. Il m'appelait. Je n'avais plus confiance en rien, et je ne dormais plus. J'entrais dans des églises, dans des caves, dans des lieux déserts où des rumeurs disaient que l'on pouvait trouver des traces de magie noire. Je ne savais plus où commençait la réalité et où finissait la folie. Chaque coin de rue était une piste, chaque visage un indice. Mais chaque fois, je revenais à la case départ. Et puis, un matin, j'ai reçu un appel qui a tout changé. La police m'a appelé pour me dire qu'ils avaient retrouvé Elena. Elle était morte. Mais ce n'était pas Koschei qui l'avait enlevée. Non, elle avait été retrouvée dans un caniveau à quelques rues de chez nous, morte depuis plusieurs jours. Elle avait été tuée, semble-t-il, par un tueur en série qui sévissait dans la région. Je ne pouvais pas le croire. Ce n'était pas possible, ce n'était pas ça. Comment pouvais-je accepter que ma femme, la femme que j'avais toujours connue, soit morte de cette façon ? Que l'homme que je suis devenu, cette obsession, cette folie, tout ça ne soit rien de plus qu'une illusion, un produit de ma détresse. Comment ? Les policiers m'ont expliqué qu'il y avait des similitudes avec d'autres meurtres dans la ville. Mais cela ne m'a pas apaisée. Non, au contraire. La vérité me déchire encore plus. J'étais fou, complètement fou. Je ne pouvais pas voir ce que tout le monde voyait. Et je suis toujours là hantée par cette idée que Koschei m'a volé ma femme. Que je n'ai pas été capable de la sauver à temps. Que je l'ai perdue non pas à cause d'un tueur ordinaire, mais à cause de ce monstre qui me hante encore aujourd'hui. Elle est morte, et je suis restée à chercher une créature légendaire, tandis que la réalité, la plus cruelle de toutes, me frappait de plein fouet. Je me demande encore si j'avais agi plus tôt, si j'avais vu la vérité, si j'avais pu sauver Elena, plutôt que de courir après des ombres. Ok, là ça va être intense. Le Koschei est un mythe particulier qui parle de l'immortalité mais qui la dépeint d'une façon péjorative et mal vue. C'est l'une des figures les plus emblématiques de la mythologie slave, notamment en Ukraine et en Russie. Contrairement à d'autres personnages de la mythologie qui peuvent être tués ou affaiblis, il est impossible de tuer ce personnage de manière conventionnelle. En fait, selon le mythe, son âme est enfermée dans un œuf, qui est lui-même enfermé dans un canard, qui lui-même se trouve à l'intérieur d'un lapin, etc., etc. Ce qui rend cet œuf très très difficile à atteindre. Au final, il est souvent caché dans un endroit inaccessible, souvent très très haut dans un arbre ou au fin fond d'un étang. En gros, tant que son œuf est intact, lui reste vivant, peu importe ce qu'on lui inflige. Koschei est souvent décrit comme un vieil homme décharné avec une peau grise et flétrie, dépourvue de chair, d'où son surnom de sans-âme, et son apparence est super effrayante. Il a des traits aiguisés et une silhouette rachitique, ce qui renforce son côté sinistre et menaçant. Il est souvent vu portant des vêtements sombres, parfois avec une couronne, symbolisant son statut de roi maléfique. Koschei est généralement décrit comme un méchant, un sorcier cruel, avide de pouvoir. Dans de nombreuses histoires, il kidnappe des princesses ou des jeunes femmes et les garde captives dans son château. Sa principale motivation est de capturer l'âme de ces princesses ou de ces jeunes femmes afin de renforcer son immortalité. Il représente les forces du mal et de la mort tout en incarnant la peur de l'inconnu et l'immortalité inhumaine. Je pense que je n'aurais jamais dû accepter. Ce soir-là, je n'étais pas moi-même, mais il insistait tellement. Nous venions de nous marier et Richard était plein de bonnes intentions. Il savait que j'avais une peur irrationnelle de l'eau, une phobie que je n'avais jamais vraiment pu surmonter. Et lui, il adorait la mer. Il passait son temps libre sur son vieux bateau de pêche que j'avais toujours évité.
Mais ce soir-là, il m'a supplié. Il voulait que nous passions la nuit sur l'eau, que ce soit un moyen pour moi de guérir, de rationaliser ma peur. Je n'étais pas à l'aise avec cette idée, mais je n'ai pas voulu le décevoir. J'ai accepté, croyant que je pourrais peut-être faire face à mes peurs une bonne fois pour toutes. Je n'avais pas imaginé ce qui allait suivre. La mer était calme lorsque nous avons quitté le port. Mais dès que le soleil a commencé à se coucher, une étrange sensation m'a envahi. L'eau semblait s'étendre à l'infini autour de nous, sombre et menaçante. Tout était silencieux, à l'exception du bruit des vagues contre la coque du bateau. Richard, lui, était calme. Il m'a rassuré en me disant qu'il n'y avait rien à craindre, que l'eau était douce ce soir. Mais la peur grandissait en moi, plus je m'éloignais du rivage. Je n'étais pas préparée à l'angoisse qui m'envahissait à chaque vague qui heurtait le bateau. Je n'arrivais pas à me détacher de l'immensité noire autour de nous. Le ciel, le vent, l'eau, tout devenait un peu plus oppressant. Il y avait des sons étranges, comme des murmures qui se perdaient dans l'immensité de la mer. J'ai essayé de me convaincre que c'était simplement le vent, ou encore l'écho des vagues, mais je savais que quelque chose n'allait pas. Plus le temps passait, plus l'air semblait lourd. Le bateau tanguait de manière de plus en plus violente, comme si des forces invisibles tentaient de nous faire basculer. Richard essayait de rester serein, mais je pouvais voir une lueur d'inquiétude dans ses yeux. C'est à ce moment-là que la mer a commencé à se déchaîner. Des vagues géantes ont surgi de nulle part, frappant le bateau avec une violence inimaginable. Le vent hurlait et l'obscurité semblait englober tout. Chaque creux de vague me plongeait dans une panique intense. Je pensais que nous allions sombrer. Richard m'a crié de ne pas céder à la peur, de me concentrer sur lui, de me calmer. Mais comment pouvais-je garder mon calme alors que la mer me paraissait prête à nous engloutir? J'ai attrapé la barre du bateau, mes mains tremblantes, et j'ai fermé les yeux, priant pour que tout cela cesse. Et puis, soudainement, tout s'est arrêté. Un silence étrange a envahi la mer. Les vagues ont cessé de déferler, le vent s'est apaisé. L'air est devenu lourd et stagnant. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui venait de se passer. Richard m'a regardé, son visage pâle et fatigué. Il a posé une main sur mon épaule, me disant « Ce n'était pas une simple tempête, c'était lui. »« Qui ?» ?»« Le Vodianoï, a-t-il murmuré. Je l'ai regardé, totalement perdu. « Le quoi ?» Il m'a expliqué avec un air sérieux que ce n'était pas la première fois que la mer se déchaînait de cette façon. Il m'a dit qu'il savait que je ne le croirais pas, mais que certaines créatures, des esprits des eaux, n'étaient pas heureux de la présence des humains sur leur territoire. Et surtout ceux qui avaient peur de l'eau. Le Vodianoï, ce monstre des eaux, avait senti ma peur et il l'avait nourrie. Il avait provoqué la tempête pour me tester pour voir si j'allais céder. Et il m'a expliqué que ces créatures étaient puissantes. Si nous n'avions pas quitté l'eau à temps, les choses auraient pu tourner autrement. J'étais abasourdie. Ma peur, mon angoisse était-elle réellement liée à quelque chose de surnaturel ? Je ne savais plus si je devais le croire ou si le stress m'avait fait imaginer tout cela. Mais la sensation d'oppression, le silence soudain après la tempête, ça ne m'avait jamais paru aussi réel. Quand nous avons enfin regagné le port, je n'ai rien dit. Je n'ai plus jamais remis les pieds sur ce bateau. Mais à chaque fois que je regarde l'eau, je sens une étrange présence. Comme si le Vodianoï ou quelque chose d'autre était toujours là, tapi dans l'obscurité. Et même si je ne peux pas expliquer ce que j'ai ressenti cette nuit-là, je sais une chose. J'ai été confrontée à quelque chose de plus grand que ma simple peur. Le Vodianoï est une créature légendaire de la mythologie slave, très populaire en Russie, en Ukraine et dans l'Est européen. Il est souvent décrit comme un esprit des eaux, une sorte de domovoi, mais plus malveillant et plus méchant. Il est généralement décrit comme une créature à l'apparence terrifiante. Son corps est souvent dit être couvert de mousse, d'algues et de plantes aquatiques et son visage est marqué par des traits grotesques et déformés. Il est parfois décrit avec une barbe longue et verte, ce qui accentue son aspect amphibien. Ses yeux peuvent être rouges ou jaunes et il est souvent dépeint avec des mains palmées et des pieds similaires qui lui permettent de se déplacer facilement dans l'eau. Le Vodianoï est une entité liée aux rivières, aux étangs ou aux marais, et généralement dans les régions rurales, là où l'eau est omniprésente. Il est réputé pour sa capacité à entraîner les âmes des imprudents au fin fond de l'eau, notamment ceux qui s'approchent un petit peu trop près de son territoire. Il punit aussi ceux qui se comportent d'une manière irrespectueuse ou qui ne respectent pas certaines règles, comme par exemple ceux qui pêchent la nuit ou qui se baignent. Il est principalement connu pour sa colère et son tempérament violent. Il est souvent comparé à un ogre des eaux qui protège son domaine. Il existe de nombreuses variations du mythe du Vodianoï à travers les Slaves et les pays voisins. En Pologne, par exemple, on trouve une figure similaire appelée Wodnik qui partage de nombreux traits avec le Vodianoï. Dans certains récits, il est aussi dépeint comme une entité qui protège certains endroits sacrés, tandis que dans d'autres, il représente une force maléfique à fuir à tout prix. Je sais pas vous, mais moi j'adore ces mythes qui surfent sur la ligne floue entre l'histoire et l'imagination. Avec un fond moins moralisateur que l'épisode précédent, ces mythes-là sont plus portés sur la peur de l'inconnu et sur l'âme humaine.
C'est une autre manière de voir les choses et ça reste super intéressant. Les épisodes de Mythes et légendes sont un petit peu plus longs à écrire et à monter que les autres vidéos, donc j'espère que celui-ci vous plaira. Si une autre vidéo sur la même région vous plairait, n'hésitez surtout pas à vous manifester en commentaire, à liker et à vous abonner. Bon, sur ce, je vous laisse. À plus!